bonjour à tous. Juste pour commencer, comme Luc Ferry le spécifiait ce matin, on a vraiment aujourd'hui un peu toutes les technologies, l'IA, etc. etc. Quand on parle de dématérialisation, on a également tout le corpus réglementaire, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut faire de la dématérialisation alors qu'il y a 10 ans, on aurait eu un petit peu plus de mal. Mais quand on regarde la réalité, je pense que personne ne me contredira. En tant qu'usager, par exemple, je vais sur un site, je télécharge, alors c'est de la dématérialisation, j'ai un formulaire en PDF, génial, sauf que effectivement je ne peux pas saisir, donc j'imprime chez moi, je remplis, je signe, je mets à la poste livre au service courrier. Le service courrier, parce qu'aujourd'hui on peut faire de la dématérialisation avec un pot scanner, on numérise. Par sécurité, je garde le papier à côté et je transmets le document dématérialisé. Il y a l'instruction, il y a le projet de réponse, tout ça est en électronique. Et puis, il y a un moment donné où il y a un visa ou une signature et donc la hiérarchie demande peut-être, ça serait bien effectivement de réimprimer de façon que je puisse signer ou que je puisse lire ou que je puisse valider. On réimprime, on signe, ça repart au courrier et ça repart chez l'usager, etc. Bon, ça, on est un petit peu au milieu du gué et de manière tout à fait claire, c'est vraiment un usage qu'on rencontre assez souvent. Alors, je vous laisse, voilà, pour faire un peu un retour de benchmark. Aujourd'hui, très clairement, tout le monde a fait quelque chose dans toutes les collectivités en matière de dématérialisation, ne serait-ce que réglementaire. Et j'en veux pour preuve la première intervention qui portera effectivement sur les flux financiers. Les flux financiers, c'est ce qui a été en premier dématérialisé. Mais de manière tout à fait claire, on n'a pas été jusqu'au bout. Parce que la dématérialisation complète, je résume très simplement et très rapidement, c'est 0 papier entrant, 0 papier circulant, et 0 papier sortant. Donc, évidemment, on n'en est pas encore là. On est sur le chemin et puis on rame un petit peu et c'est tout à fait normal. Alors, là, juste pour éclairer ces différents sujets avec toutes les différentes facettes, eh bien, le premier sujet sera traité sur le flux financier. Et je vais présenter un petit peu l'ensemble. Le deuxième sujet, on produit du flux financier, mais le flux financier s'est dématérialisé et cette dématérialisation produit des documents, des justificatifs en version électronique. Et ces versions électroniques sont des documents à engagement, à vocation probatoire, etc. Du coup, on a besoin de les archiver, de les sécuriser et de les conserver dans la durée. D'où la deuxième intervention au niveau des archives 92 et 78. Et puis, ensuite, il y aura deux grands témoins avec grand écart en termes de taille, puisque une commune rurale qui témoignera sur la dématérialisation en commune rurale, c'est quoi ? Et puis le pendant de la commune, commune de Meudon, qui aura effectivement plus d'ampleur, de moyens, etc. Et la démat dans une commune de 20 000 habitants, qu'est-ce que c'est et à quoi ça ressemble. Et enfin, je rebondirai aussi là-dessus un petit peu après, il y a le sujet de la mutualisation, puisque le regroupement de moyens et donc le syndicat Manche Numérique qui a véritablement porté des projets d'offres de services en matière de dématérialisation œuvre dans le sens de la mutualisation à l'échelon d'un territoire. Et donc ça sera effectivement la conclusion de cette table ronde. Alors juste avant de passer la parole, je voulais partager juste quelques petits benchmarks, pas ça, voilà. Alors déjà, quand on interroge, parce que la dématérialisation, c'est d'abord quelque part de la gouvernance d'information. Cette gouvernance d'information, ce que exige l'ensemble à la fois les agents, les élus, c'est d'abord l'accès et le partage de l'information. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est OK, on ouvre, donc on est obligé d'ouvrir un petit peu la sécurité, mais de l'autre côté, j'ai besoin de sécurité. Donc, pour 47%, je dois maîtriser les différents risques. Ensuite, on est très en attente de règles
Et enfin, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'aujourd'hui, en termes d'engagement et de volonté, c'est certes, le Covid va avoir un effet d'accélération, hein, comme le disaient les tables rondes précédentes, c'est peut-être un effet d'opportunité, oui, on peut appeler ça comme ça. Et donc, pour 17%, passer au 100% numérique, c'est pas encore complètement dans l'air du temps, mais on y va. Voilà, donc ça, je voulais déjà partager ça avec vous. Et la deuxième chose à partager, c'est où on en est. Comme je disais, on est un peu au milieu du gué. Le milieu du gué, on le voit bien. C'est-à-dire que l'ensemble des projets, avec tous les différents composants de la dématérialisation, grosso modo, ça ne dépasse pas globalement 60%. Et quand on dit 60%, c'est projets déjà réalisés, plus projets engagés. C'est-à-dire projets engagés, ça peut être cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, etc. C'est-à-dire on a décidé d'y aller. Par contre, ce qu'il faut identifier, c'est qu'au milieu, il y a un projet qui est de toute façon plutôt sur l'ordre de 80%, qui est la gestion électronique de documents. Donc, tous les dispositifs de GED, ça répond au sujet du partage, et ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet que je voudrais signaler, c'est le sujet qui est en numéro 3, qui est l'archivage électronique, et là on va en parler évidemment. C'est la progression la plus importante qu'on ait constatée par rapport à l'année dernière. Alors, je voulais aussi montrer que d'un côté, on a des projets, c'est-à-dire les DSI ont beaucoup travaillé sur les dispositifs, mais de l'autre côté, quand on pose la question aux utilisateurs, aux agents, aux élus, oui, mais quid de la signature électronique? Eh bien, en haut à droite, vous avez la réponse. À 57%, c'est non. Il n'y en a pas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Et puis, oui, il y en a pour 9%. Donc, vous voyez, on a une espèce de... On a des solutions, mais les solutions sont très peu utilisées et pas très bien compris, en fait, au niveau des usagers et des agents. Alors, je voulais juste terminer mon intervention très rapide sur ce benchmark sur, en bas à droite, le sujet du développement durable. Et quand on parle de développement durable, parlons d'empreinte carbone, hein, puisque c'est ça le vrai sujet. Et souvent, on dit, oui, bon, la démat, c'est formidable. D'un côté, il y a le papier, on supprime le papier, et donc, pour l'environnement, c'est formidable. Là, je pense qu'il faut mettre un énorme bémol dans la mesure où, d'une part, c'est vrai, les transports physiques de papier, ça permet effectivement de réduire et d'annuler en fait cette partie-là. En revanche, dans le flux que je vous décrivais tout à l'heure des réimpressions, resignatures, etc., qui n'est pas tellement de la démat, on a beaucoup d'empreintes carbone. Parce qu'à chaque fois que vous avez effectivement un stockage en double, en triple d'un même fichier, etc., derrière, on se retrouve effectivement avec de l'empreinte carbone relativement importante. Je vous cite juste pour conclure un chiffre. Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais un arbre absorbe par an 20 kilos de carbone, d'équivalent carbone. Et donc ces 20 kilos, ça correspond à, dans votre messagerie, à 666, hein, c'est le terme assez précis, 666 messages avec un fichier de 1 méga attaché. Voilà, donc probablement dans toutes vos messageries, il y a au moins 666 messages qui comportent ce genre de choses, donc l'équivalent d'un arbre, en fait. Voilà, je m'arrête très vite. Et puis, Isabelle... Oui, donc moi j'interviens pour vous présenter en quelques mots la dématérialisation de la chaîne comptable, la chaîne budgétaire et comptable. Dans une chaîne budgétaire et comptable, comment dirais-je, il y a plusieurs maillons. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a bien sûr la collectivité territoriale, mais il y a également la préfecture qui procède au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire, et puis le comptable public qui intervient dans la phase suivante, et ensuite les chambres régionales des comptes. Alors ma particularité, c'est que j'ai été du côté de l'ordonnateur, du côté du comptable, et que maintenant, je suis magistrat financier, donc complètement au bout de la chaîne, et que finalement, ces données que j'ai participé à construire, hein, mandater, titrer, eh bien, j'ai pu à un moment les payer, et puis maintenant, je les extrais de la grande base Atlas,
Et grâce à certains logiciels, je les extrais et donc nous procédons à des contrôles. Alors, réaliser un projet de dématérialisation de la chaîne comptable, ça correspond, d'abord c'est ancien, il faut savoir que véritablement les collectivités se sont lancées en 2016 parce qu'il y avait des impératifs réglementaires, la loi MAPAM notamment, et la facturation électronique de l'autre côté, et que donc il y a eu une sorte un certain nombre de collectivités se sont lancées au titre de, comment dire, ce sont des collectivités pilotes, des petites et des grosses, et ça a été l'occasion de travailler sur finalement comment on peut le réussir. Alors rapidement, je ne vais pas vous refaire tout, hein, mais ce qu'il faut vraiment retenir si vous vous lancez ou lorsque vous vous lancerez dans un projet de dématérialisation de chaîne comptable, c'est où la collectivité veut-elle aller? C'est ça, il y a 4 questions. La première, en général, on recherche des économies de personnel, ne nous cachons pas, mais aussi de l'efficience, c'est-à-dire simplifier les circuits de traitement des dossiers. C'est automatiser des actions récurrentes. Alors c'est vrai qu'il y a des postes et il y a des métiers qui disparaissent, mais on est vraiment dans cette première recherche. La deuxième chose, c'est sécuriser la donnée. C'est-à-dire on ne cherche pas 25 factures ou une pièce de marché, il n'y en a qu'une, elle est rangée à un seul endroit, elle est datée, elle est sécurisée. Et ça participe à ce qu'on appelle la qualité comptable, qui est aussi importante pour l'ordonnateur que pour le comptable public. La troisième chose, c'est l'amélioration du pilotage. Donc là, ça vous concerne directement les exécutifs locaux. C'est-à-dire qu'en faisant des extractions de votre système de gestion financière, mais aussi d'autres logiciels comme la petite enfance ou je sais pas, la culture, ça vous permet ensuite de disposer de données au service de votre pilotage. Et donc, on a des tableaux de bord, en fait, qui sont sécurisés, datés, qui sont faits selon des méthodes récurrentes et qui vous permettent de vous projeter et de faire de l'analyse sécurisée. C'est un des effets de la dématérialisation de la chaîne budgétaire et comptable. Et la quatrième chose, c'est le service rendu aux entreprises du territoire. Et ça, je me permets vraiment d'insister, parce qu'un service administratif de finance, c'est pas une bulle. C'est véritablement, nous sommes au service des entreprises du territoire pour, d'une part, améliorer le délai de paiement. Et je rappelle qu'avec un service dématérialisé correct, on peut payer en 3-4 jours une facture. On est bien loin des 30 jours réglementaires. On peut très bien, dans quelque chose de bien construit, arriver à ce que quand la facture arrive, la validation du service fait est faite depuis longtemps, et que donc, il suffit juste d'un rapprochement, d'une liquidation, d'un mandatement. Les services du comptable public, quoi qu'on en dise, se sont beaucoup améliorés et permettent aussi de procéder à des règlements rapides. Et puis, autre chose pour les entreprises du territoire, la dématérialisation leur permet notamment aux petites ou toutes petites entreprises de répondre au marché public par des procédures simplifiées et des procédures non onéreuses, où on n'a pas besoin d'aller chercher 25 documents. Là, je pense que ça peut être un vrai élément pour les territoires de donner un sens à ces projets de dématérialisation. Rapidement, les points clés de la réussite d'un projet, s'il y en a un à retenir, c'est vraiment aux exécutifs, c'est-à-dire je pense aux maires, à leur DGS, aux présidents de PCI, c'est véritablement de monter une gouvernance de ce projet. Pour faire simple, j'ai rien contre les DSI, au contraire, on travaille bien sûr, il faut travailler de concert extrêmement étroitement avec une direction des services informatiques, mais clairement, le patron, c'est le maire, c'est le DGS, c'est le président de l'agglo avec son directeur des finances ou son DGA. Après, ça se décline en fonction de la taille et puis du projet. Mais si la gouvernance en amont est bien posée, ça peut avancer rapidement et de façon sécurisée. Deuxièmement, et ça fait un lien avec ce que je disais tout à l'heure, il faut donner un sens politique à l'action de dématérialisation. Si on veut derrière entraîner des services informatiques, des services opérationnels, un service des finances, convaincre les fournisseurs de déposer
correctement sur la plateforme Chorus, il faut donner un sens policite à cette action et communiquer. 2 dernières choses. Le comptable public, je me permets d'insister, c'est un atout dans un projet de dématérialisation. Associez-le de près à toutes les étapes, de façon à ce qu'il y ait une coordination intelligente et qu'il n'y ait pas de rupture dans le titrage et dans les mandatements. Et enfin, c'est un projet multidimensionnel en interne à la collectivité. Je m'explique. Clairement, on parlait de mutation en début d'intervention de cette matinée. Des métiers sont en train de disparaître, d'autres arrivent. Il est indispensable que les directions des ressources humaines soient associées à ce projet pour accompagner les métiers qui disparaissent. Je pense aussi, pour éviter des drames, rapprochez-vous de vos organisations syndicales, associez-les, informez-les régulièrement. Ça marche. Beaucoup sont finalement très preneurs parce que ça touche pour beaucoup des métiers de catégorie C et des métiers de catégorie B. Donc une grande frange de nos métiers en territorial. Mais merci beaucoup Emmanuel. Comme disait Luc Ferry ce matin, c'est une révolution, il faut expliquer et accompagner parce que c'est effectivement, ça peut être éventuellement un peu violent. Oui, bonjour. Voilà. Effectivement, on passe finalement à la partie maintenant aval, mais qui est importante pour réussir l'amont. Alors, on voulait d'abord, en préambule, vous rappeler le rôle et les missions des archives départementales, notamment vis-à-vis des communes, qui s'appliquent finalement quel que soit le territoire. Vous le voyez avec ces chiffres que je ne vais pas commenter, mais dans des territoires quand même, somme toute, assez différents, nos missions sont les mêmes, à Hélène et à moi, c'est-à-dire collecter les archives définitives des départements et de l'État. Alors définitif, c'est qu'il n'a plus d'intérêt administratif, mais un intérêt à titre historique, mais aussi les archives intermédiaires des départements. Donc là, il y a encore un intérêt administratif pour un contrôle des comptes ou une valeur de preuve. Et également avoir un rôle de contrôle, de conseil et d'accompagnement des archives des communes et des groupements de communes. Le tout pour favoriser l'accès et la diffusion, c'est notre rôle et notre but, évidemment, des informations ainsi collectées et conservées, notamment par de la numérisation et de la valorisation. Et enfin, nous pouvons prendre en charge ou accompagner les processus de numérisation administrative à titre probant ou probatoire, puisque l'information numérique ou numérisée est admise comme valeur de preuve depuis les années 2010. Donc, les enjeux de l'archivage électronique, on vient de les percevoir lorsqu'on dématérialise des chaînes administratives, c'est bien évidemment garder l'information de façon probante sur le plus long terme possible. Voilà, il faut garder une valeur d'authenticité à cette information. Avec une petite distorsion qui se met en place lorsqu'on parle de pérennisation sur le temps long de l'information numérique. Voilà, il faut arriver par la mutation des formats, à conserver cette information sur le plus long terme possible. Et bien évidemment, c'est le service d'archivage électronique qui va permettre, par sa journalisation, par différents mécanismes, de garantir sur le long terme la fiabilité de l'information que vous souhaitez conserver. Par ailleurs, on a aussi une problématique, donc on vient de le voir avec Olivier, les archivistes travaillent pour justement la mise à disposition de l'information d'une manière ou d'une autre, mais bien évidemment de protection de la donnée. On le voit dans le cadre du RGPD, qui modifie quand même assez radicalement les habitudes dans les services administratifs, et en particulier sur toute l'information numérique, où il faut à la fois utiliser l'information tout en protégeant les individus dont l'information est elle-même porteuse. Donc bien différencier la partie d'une base active où l'information pourra être purgée régulièrement d'une partie à conserver sur du plus long terme, donc une partie archivage. Donc on a cette idée de durée en fait de vie de l'information qu'il faut vraiment prendre en compte dans les différents projets, qu'ils soient des projets de GED, de dématérialisation du système d'information, et bien évidemment ce socle d'archivage pour pouvoir mettre en sécurité l'information qui sera conservée de façon longue. Et bien évidemment, c'est aussi des enjeux d'accessibilité
et d'efficience administrative, hein, puisque l'information numérique, c'est une information qui est fragile, mais qui doit être disponible. Hein. Quand on parle de disponibilité, c'est à la fois une capacité à accéder à cette information de façon sécurisée, une capacité à accéder à cette information de façon simple. Hein. Si on a une base où les documents sont répliqués X fois, qui ne sont pas validés, qui ne sont pas identifiés comme étant une forme brouillon ou une forme finale, hein, on n'a pas le moyen de savoir quel est le bon document. Donc on a un risque administratif qui est fort. Donc le SAE va permettre de garantir que l'information qu'on va conserver est bien la bonne. Hein. Et donc maintenir aussi la fiabilité sur le long terme. Alors, on peut passer. Pour répondre à ces enjeux, effectivement, on a des solutions d'archivage électronique qui peuvent passer par des systèmes d'archivage électronique. Ce n'est pas les seules solutions. En tout cas, dans les Hauts-de-Seine, on a fait le choix depuis 2017 de mutualiser et d'externaliser l'archivage électronique en constituant un premier groupement de commandes avec 8 communes volontaires, lequel groupement de commandes est en cours de renouvellement avec cette fois-ci 18 communes et EPT des Hauts-de-Seine pour le même périmètre, mutualisation et externalisation de l'archivage électronique. Alors les avantages, on l'a dit ou on le reviendra, j'imagine, dans la mutualisation, c'est évidemment, évidemment, on l'espère, la réalisation d'économies d'échelle, surtout qu'il s'agit d'un même achat, hein, donc d'où l'intérêt d'un groupement de commandes, et aussi la mutualisation d'expertise et de compétences finalement relativement rares encore, enfin c'était le cas en tout cas dans les années 2010, et aussi l'intérêt c'est de faire émerger cette question de l'archivage électronique dans les collectivités partenaires. Également, la mutualisation permet des possibilités de subventionnement par le ministère de la Culture, dont c'est un des critères. Donc tout cela est intéressant. En revanche, quelques inconvénients, c'est que le groupement de commandes est fermé, c'est-à-dire on constitue un groupement en fonction d'un besoin. Donc des communes ne peuvent pas intégrer le groupement en cours de marché. Par ailleurs, ça nécessite, comme tous les marchés publics, de le relancer en l'occurrence tous les 4 ans avec des procédures infructueuses ou négociées. Enfin, je vous passe les détails que vous connaissez sans doute. Et surtout, pas de solution d'archivage définitif puisque la loi ne permet d'externaliser que l'archivage intermédiaire. Enfin, c'était quand même le besoin prioritaire des partenaires. Donc, les types de données rapidement qu'on peut trouver dans ce type de système, c'est les actes soumis au contrôle de la légalité, les recueils et les débats de l'Assemblée délibérante, les flux comptables, alors pas les pièces en tant que telles qui sont plutôt dans le silo Atlas, mais enfin les flux, les dossiers de marché public, la paye, les cotisations sociales, des documents techniques de voirie ou de bâtiment ou des fichiers bureautiques. Donc pour le département des Hauts-de-Seine, ça représente 1,5 téraoctets de données qui donc sont ainsi sécurisés dans le système d'archivage électronique. Pour les Yvelines, il y avait eu une expérience innovante et maintenant assez ancienne, au tournant des années 2010, la solution marine, mais qui n'avait pas été maintenue, d'où la nécessité aussi d'avoir des systèmes et des solutions pérennes. Mais les Yvelines ont de leur côté mis en place une dématérialisation probante, une numérisation probante des flux d'informations, donc ce qui nécessite aussi la mise en place de systèmes d'archivage électronique, donc avec actuellement 2 téraoctets de données en attente d'intégration dans un système d'archivage électronique. 2 mots. Alors, les enjeux actuels de monter un système mutualisé d'archivage électronique entre les départements et ouvert pour les collectivités territoriales, c'est vraiment de passer de l'archivage intermédiaire à l'archivage définitif. Donc pouvoir avoir un système qui va gérer sur du temps beaucoup plus long les données que vous souhaitez conserver ou qu'on doit par la loi conserver. Donc c'est vraiment une stratégie de conservation à long terme qui doit être mise en place pour les 2 départements. De la même façon, la numérisation administrative impose que si on veut conserver l'information sous une forme probante et pas seulement fiable, on puisse la conserver dans un système sécurisé, donc un SAE et si possible un système d'archivage électronique dont l'hébergement sera souverain, donc peu accessible, j'allais dire, à d'autres entités et en particulier des entités extraterritoriales. Donc on vise à une mutualisation complète du SAE, c'est-à-dire que la brique technique sera complètement mutualisée, instanciée pour que chaque partenaire puisse
gérer en fait ces flux de données et ces données de façon propre. Et bien évidemment, donc ça permet vraiment une montée en technologie commune. On se sépare de tout ce qui va être passation de marché. Et puis une mise à disposition extrêmement souple pour l'ensemble des acteurs, parce que ça fait en fonction de la maturité technologique ou du besoin financier de chacun des partenaires. Eh ben, merci beaucoup. Alors on passe vraiment sans transition parce qu'effectivement le temps tourne. Et donc du coup, dans une mairie rurale, comment ça se passe? Je vais vous le dire. Voilà. Super. Je voyais juste que on était équipé de Shure SM58. C'est des super micros. C'est plutôt adapté pour le chant. J'avais presque envie de chanter une chanson, mais on va pas avoir le temps. Ça m'arrive souvent au CCAS pour les banquets des anciens. Bref, Dominique Turpin, donc maire de Nézelles, commune rurale, effectivement. Donc un charmant village, Nézelles, avec effectivement, comme vous le voyez, sa mairie, ses commerces, son église, centre de loisirs, son cimetière, son école, ses voiries, ses nids de poules, sa salle des fêtes. Bref, un village rural comme on rencontre beaucoup en France. 40%, je crois, des habitants français habitent dans des communes comme Nézelles. La commune, c'est quoi? C'est une mairie, c'est des agents, des élus qui travaillent ensemble. Et l'environnement, en fait, qui est autour de ces mairies, pour pouvoir être au service de nos habitants, parce que c'est pour ça qu'on est là, eh bien, en fait, est de plus en plus complexe, avec effectivement les syndicats qu'on connaissait, les syndicats où on avait transféré des compétences, les communautés urbaines, les départements, la région, l'État, effectivement, qui est là également, puisque, comme le disent des fois en maternelle, je suis le président de la République de Nézelles, hein, et à l'école primaire, je suis le chef du village. Bien, donc voilà, on interagit avec nos associations aussi par rapport en fait à toutes ces compétences qui sont les nôtres. On fait attention effectivement à la transition écologique. Donc voilà, quand on essaye de maintenir nos trottoirs et on essaye de faire aussi de l'écologie sans couper forcément l'herbe, eh bien, il faut expliquer ça à des citoyens qui parfois nous disent que le village est sale parce qu'il y a des mauvaises herbes. Donc, les mauvaises herbes, c'est pas sale. Donc, on voit qu'on doit leur apprendre à être citoyens du monde aussi. Quelle responsabilité quand même. Bien. Là, vous avez à l'écran tous les services en fait que s'occupe une commune rurale, mais je dirais qu'une moyenne et même toutes les communes de France. Hein. Donc c'est quand même considérable finalement. J'en suis même étonné. et tout ça en fait, eh bien le numérique finalement traverse tous ces services. Donc on est quasiment aujourd'hui en full des maths. Et il faut faire avec quoi. Donc, soit on prend ça comme une contrainte, ou soit on se dit, mais c'est peut-être une opportunité d'avancer, de prendre, comme vous dites tout à l'heure, le taureau par les cornes et puis d'en faire son projet, quoi. Avec le RGPD, par exemple, on pourrait voir ça comme une contrainte, mais on peut voir ça aussi comme l'opportunité de poser les choses, de faire un état des lieux et de se dire, eh bien, qu'est-ce que je vais faire de finalement ces données? Est-ce que ce sont elles qui me possèdent ou est-ce que je peux posséder les données? Voilà. Donc voilà, s'approprier les choses, faire un plan d'action et puis aller vers l'amélioration des services qu'on peut rendre à la population. Voilà. Donc je garde toujours espoir et je trouve que finalement la donnée, il faut la valoriser. C'est peut-être une nouvelle forme qui peut nous permettre en fait de concrétiser en fait des nouveaux services pour les citoyens. Voilà. Donc bon, c'est sûr que dans le milieu professionnel, parce que quand on est maire d'une petite commune rurale, il faut travailler à côté. Je travaille dans l'informatique depuis 30 ans, donc ça aide. Ça aide. Voilà. Ça aide. Donc en tout cas, je serais ravi
de parler avec vous, avec mes collègues maires et élus de communes, des opportunités d'aller voir un petit peu plus près de ce que ça veut dire qu'une donnée, l'open data, et comment finalement aller vers plus d'efficacité. D'accord. Et il y a eu un partage avec les agents, avec les secrétaires, déjà oui. sur ce type d'approche. En fait, oui, tout à l'heure, il faut aller vite. Hein, donc, voilà, oui, une mairie, c'est des agents, c'est des élus qui travaillent ensemble. Donc effectivement, quand on se dit, bon voilà, on met les choses sur la table, on travaille ensemble, quoi. Il faut collaborer. On a des outils collaboratifs maintenant qui sont très innovants. Avec le Covid, on a finalement découvert qu'il y avait des possibilités de travailler comme ça à distance, mais effectivement sous forme d'atelier, même en présentiel, il y a vraiment une opportunité de réfléchir à la mairie de demain, quoi. Donc voilà. Travail en atelier, etc., voilà. Ça c'est des choses qui ont été faites. Et puis s'appuyer sur des partenaires comme Seine-Yvelines Numérique, parce que en fait, moi je rêve en fait de participer à une mise au point d'un observatoire numérique dédié aux collectivités pour pouvoir s'évaluer entre communes de même strate, d'échanger. Enfin voilà quoi, on travaille tous ensemble et ça peut être super top autour de la donnée. Eh ben merci beaucoup. Denis, donc retour d'expérience sur Meudon. Oui, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Meudon, une ville de 45 000 habitants. Non pas oui, pardon pour les 20 000, hein. Pardon. Donc c'est une ville qui est coupée en deux par une forêt, ce qui fait que, je dirais, il faut échanger des documents électroniquement, c'est déjà un avantage. Donc on a une DSI organisée, structurée, oui, enfin je l'espère en tout cas, vu que c'est moi le DSI. Donc un projet structurant au niveau de la GED et du SAE. C'est-à-dire que c'est un projet qui couvre tous les domaines municipaux, qui est un avantage et un inconvénient. Avantage parce que, je dirais, tout le monde va participer au projet. L'inconvénient, c'est que tout le monde dans le même projet, c'est un peu compliqué à gérer. Alors, le projet, quand il a été lancé, il a été lancé suite, on était pilote au niveau du PES en 2012. Et en 2013, le service archives s'est un peu alarmé en disant « mais je ne vois plus rien arriver des services finances au niveau des mandats. » Normal, c'est dématérialisé. Bon. Et là, s'est posé la question, mais c'est des documents électroniques, mais comment on les archive? Donc on a lancé une première étude, le service archive, a lancé une première étude sur un SAE, comment on archive ces documents qui sont maintenant électroniques. Et au cours de l'étude, on s'est rendu compte que pour pouvoir archiver des documents électroniques, il faut d'abord en produire. Parce que si on n'a pas de documents archivés, ça ne sert à rien. Donc on a dit, ce n'est pas un projet SAE qu'il faut faire, c'est un projet GED SAE. Donc on produit des documents électroniques et ensuite on pourra les archiver. Sachant que le document électronique à archiver est quelque chose de très particulier. Les archives papier, chez nous, elles sont relativement bien organisées, ça va, c'est sécurisé. Par contre, les archives électroniques, on en retrouvait dans tous les services, sur des disquettes, on en a vu. Après, c'était des clés USB, c'était tout et n'importe quoi. Donc, organisation. Donc, et en plus, effectivement, un nombre conséquent de documents électroniques qui vont apparaître, ça semblait évident. Alors, le besoin qu'on avait défini, c'était d'avoir une GED généraliste et paramétrable. Alors, GED généraliste, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul outil GED, et non pas 5, 6, parce que maintenant on a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui disent « mais vous inquiétez pas, on va vous mettre ça dans notre GED ». Oui, mais on va trouver une GED pour la finance, une GED pour la RH, une GED, etc., avec des outils qui peuvent être différents. Donc pour les utilisateurs, des choses qui vont être pas forcément facilement maniables. Donc on a pris la décision d'avoir une GED généraliste. Mais avec tout de même un espoir, une demande qui était d'avoir un IHM, interface homme-machine, commun à la GED et au SAE. C'est toujours un document qu'on a. Soit il est dans la GED, c'est-à-dire sous la responsabilité des utilisateurs, soit dans le SAE, sous la responsabilité des archives. Mais c'est toujours un document. Donc avoir des mêmes critères de recherche. Et on avait ajouté à ça la mise en œuvre de workflows légers pour créer les documents, pour pouvoir les traiter. Donc ça, c'est un peu la genèse.
Donc après 2 ans et demi d'études tout de même, hein, ça a été assez long à mettre en œuvre. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a réalisé? Alors ça c'est un petit aperçu, hein. Mais en particulier on s'est rendu compte que les mails qu'on appelle chez nous dits officiels, c'est-à-dire que depuis 2016, un mail est une pièce, je dirais, qui nous est opposable, d'accord? Alors les mails avant ils arrivaient quelque part dans une boîte d'un service, d'une personne, etc. La personne partait, les mails on ne savait pas où ils étaient, etc. On s'est dit il faut sécuriser donc ce type de mail. Donc maintenant automatiquement tous les mails entrants dits officiels vont directement dans la GED. C'est sécurisé, on les gardera. On a fait chez nous, et là c'est donc lié à l'utilisation, je dirais très forte du parapheur électronique hein, chez nous. Donc un ensemble d'arrêtés qui sont maintenant électroniques. La circulation, la voirie, le personnel, tout ça, c'est des arrêtés maintenant qui sont chez nous signés électroniquement. La pièce officielle étant électronique, il faut pouvoir la garder de façon sécurisée. Et non pas dans un vague répertoire où n'importe quel utilisateur pourrait, par mégarde, les effacer. Parce que si j'efface un arrêté signé électroniquement, l'arrêté n'existe plus. Donc, les arrêtés. La gestion documentaire de certains services. Certains services produisent en interne pour eux beaucoup de documentation, normal. Là aussi, c'est le problème à la fois de la sécurisation, mais aussi d'avoir la bonne version. On a eu plusieurs fois le cas de gens qui allaient dans des bâtiments avec un plan qui n'était plus bon. Donc, la GED, là, nous a aidé, donc, je dirais, à avoir toujours la bonne version du plan. C'est tout de même important. La gestion de documents graphiques. L'exemple qu'on a eu là récemment, donc on a eu un ancien maire de Meudon qui est décédé récemment. Je veux dire que pour la photothèque, ça a tourné et tourné pour retrouver des images. Normal. Mais il faut les retrouver. C'est des photos qui sont tout de même assez anciennes. Denis, on va conclure. D'accord. Donc, on a mis aussi les dossiers agents. Donc, alors, les difficultés qu'on a par rapport à une GED, hein, ou un SAE, mais surtout à la GED, c'est que le personnel, les gens ont du mal à comprendre la différence entre une GED et le système fichier Windows, pour résumer. Alors, c'est quelque chose de totalement différent. Hein. D'accord. Autre part, il y a des services qui veulent utiliser une GED comme outil métier. C'est certainement pas un outil métier, c'est une GED. D'accord? Et le plus lourd, évidemment, c'est la conduite du changement. Un document, un fichier que je crée ne m'appartient pas, il appartient à la collectivité. Donc, il va dans la GED. Voilà. C'est important. Merci beaucoup, Denis. Le retour d'expérience manche numérique, la mutualisation au service des territoires sur tous ces sujets. Bonjour à toutes et à tous, je vais être très très succinct, je vous promets. Je ne vais pas vous refaire le pitch sur les SMO, hein, vous les connaissez toutes et toutes, Yveline Numérique en est un. On a été créé en 2004, dès 2013 on a intégré dans la révision de notre SDAN un volet usage et services qui nous a permis, même à la création du syndicat, dans les statuts, d'intégrer un volet de compétences qui était la proposition de services numériques à destination des communes, des EPCI, d'autres syndicats et d'autres départements même du territoire. Alors on est, pour vous resituer, la Manche est située juste au-dessus de la Bretagne, en Normandie, et on a bien le Mont-Saint-Michel, hein, je suis désolé pour le breton, mais il est bien chez nous. Et l'action du syndicat, la première et la principale, c'est la construction des réseaux et le déploiement de la fibre optique. Et puis surtout, également, le deuxième volet qui sera celui qui va prendre de plus en plus d'importance dans les années à venir, l'animation du territoire et la proposition de services dédiés aux collectivités, à travers notamment une DSI mutualisée qui s'appelle la DUSI, la Direction unifiée des systèmes d'information, qui est partagée entre le conseil départemental, Manche numérique et ses adhérents communes et EPCI, et les SDIS de la Manche, donc le service des pompiers. Si on peut passer... Pierre, merci. Oui. Peut-être un élément de contexte. Donc, la Manche, le territoire, c'est 483 000 habitants. C'est 477 communes, dont 75% de moins de 1000 habitants, 50% de moins de 500 habitants. Donc là, on est sur du rural plus, hein, oui, par rapport à ce qu'on peut trouver par ici. Et on a seulement 10 communes de plus de 5000 habitants. Alors, la difficulté de la mutualisation, c'est de trouver le dénominateur commun entre un conseil départemental, 3 ou 4 agglomérations qui font 50 à 70 000 habitants, et puis de nombreuses communes ou collectivités à taille humaine, plutôt que petite, et de pouvoir créer une tarification qui serait cohérente pour l'ensemble de ces différentes strates de collectivités.
Comment ça se passe dans le montage des projets? Il y a soit des directives régaliennes qui tombent et qui imposent certaines obligations, soit le travail qu'on fait depuis plus de 20 ans, c'est prendre notre bâton de pèlerin, aller voir les agents, les collectivités, les communes, démystifier, acculturer pour faire naître les usages et donc après développer des services qui seront proposés à l'ensemble de la collectivité des adhérents de Manche Numérique. On a commencé en fait par aller développer des parcs informatiques dans les collectivités jusqu'à faire de l'informatique de gestion et maintenant ça va sur toute une gamme de services qui est proposée dans une centrale d'achat qui passe par des services de parapheur, de SI achat, alors achat le code achat, mais c'est vraiment l'achat comme les achats. Et puis on est en train de monter un projet de SAE mutualisé. L'idée c'est d'utiliser le SMO Manche Numérique comme une plateforme de mutualisation qui peut aller faire une levée de contraintes pour les collectivités, faire le sourcing, monter les marchés de manière mutualisée, négocier les prix et ensuite suivre et opérer les projets. Parce que vous en doutez, dans des communes et des collectivités qui font la taille de collectivités de moins de 500 habitants, c'est pas le ou la secrétaire de mairie qui va pouvoir gérer l'ensemble des projets. Et puis, c'est pas l'agent qui s'occupe, ou monsieur le maire ou le président de la commune qui s'occupe de faire toute la partie de la DSI. Donc on a ce rôle aussi d'être la DSI de ces collectivités, d'opérer des services et de suivre la bonne vie de l'ensemble du service informatique en fait, de différentes collectivités. Alors je vous ai mis, j'ai mis une slide sur quelques chiffres en bilan. Alors ça va pas être très représentatif parce que c'est plutôt lié à l'échelle de nos collectivités. Ce qui peut paraître intéressant, c'est que sur la partie certificat, signature, parapheur, SI achat, c'est qu'on a un bus de service en fait qui permet de mutualiser l'ensemble des services et de proposer du sans couture et des choses qui sont assez claires et limpides pour les usagers. On a monté aussi des projets de GED qui sont basés sur un socle technique commun, mais on a 4 collectivités qui participent, c'est 4 projets différents, c'est 4 besoins identifiés différents, et on est en train de donner un nouvel élan sur ce projet-là en intégrant le projet de SAE qu'on a développé, qui aura 2 volets. Le premier, c'est le développement d'un SAE pour le conseil départemental et les archives départementales. Le deuxième volet, c'est le déploiement vers les EPCI. Et tout ça, vous le voyez, en fait, ça s'imbrique comme des briques qu'on met les unes avec les autres pour proposer une offre de service qui soit à la fois en cohérence avec les obligations, mais aussi en cohérence avec les besoins des collectivités et les besoins du territoire. Pour la suite, en perspective, les nouvelles intercos, on est passé de 47 EPCI à 8, en tout cas dans la Manche. Ça fait créer de nouveaux besoins, donc ça permet de développer de nouveaux services. On est sur la rédaction d'un SDUN, donc une stratégie départementale des usages et services, donc services numériques de la Manche, du département de la Manche, qui permet de déceler de nouvelles opportunités, de monter de nouveaux projets, et puis de travailler sur la distinction entre qu'est-ce qu'un usage et qu'est-ce qu'un service. Parce que un service ne peut pas naître sans un usage, alors qu'un usage peut vivre sans avoir le service associé qui sera développé un peu plus tard. Voilà. J'ai essayé de faire... merci pour cette synthèse conclusive. 2 mots et on laisse absolument le terrain, évidemment. La première chose, c'est que tous les outils, toutes les solutions, on l'a vu, ils étaient en nombre de 8 sur le benchmark. Il y a des gens qui sont effectivement spécialisés, qui peuvent mutualiser, qui peuvent réduire les coûts et l'empreinte carbone. Donc ça, c'est vraiment... il faut s'appuyer sur des syndicats. Et puis de l'autre côté, l'humain, c'est d'abord le premier sujet. Et donc, il faut l'accompagner. Et là, il y a un vrai sujet d'organisation et de nouvelles pratiques au sein de l'ensemble des structures. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment bien retenir dès qu'on parle de dématérialisation. Merci pour votre attention. On laisse la place vraiment très rapidement à toute l'intervention conclusive. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Pierre. Merci à tous nos intervenants.